C'est une première à la Cour constitutionnelle où on assiste à un nouveau procès. Un procès qui fera certainement la jurisprudence en République démocratique du Congo. Nous allons analyser le procès dit de la honte. Une analyse juridique critique. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Maître Frédéric Tchingèche. C'est un avocat aussi et juriste. Avec lui, on va essayer d'analyser les contours de ce procès. C'est dans une coprésentation avec mon confrère Floride Zantoto. Bienvenue. Merci David. Voilà. Maître Tchingèche, on vous a suivi dans plusieurs sorties médiatiques. Vous aviez dit que la porte à la Cour constitutionnelle est hermétiquement fermée. Mais nous sommes en train d'assister à ce procès. Oui, évidemment, nous ne nous sommes pas limités à dire que la porte de la Cour constitutionnelle était hermétiquement fermée, mais nous avions également dit que elle était incompétente pour connaître d'une telle affaire. Vous voyez, parce que si nous disons la porte est hermétiquement fermée, parfois la compréhension devient un peu difficile. Là, nous parlions de la compétence, qu'il y a plus de questions liées à la forme qu'au fond de ces dossiers. Et vous savez, sans ignorer qu'en droit, en matière de procédure, c'est la forme qui précède. Lorsque la forme est biaisée, c'est difficile que l'on touche les fonds. Donc pour nous, comme nous l'avons dit depuis le début, c'est une affaire qui ne devait normalement pas arriver à la Cour constitutionnelle, bien qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle est saisie, mais d'une manière technique en tant que juriste, nous disons que, sans mettre dans la bouche de la Cour ce qu'elle doit dire, mais nous disons que nous maintenons notre position en tant qu'analyste juridique. C'est vraiment... Et puis, il faut pas ignorer que c'est pour la première fois dans notre droit où le droit pénal constitutionnel est appliqué. Donc, il faudra que pour l'avenir, tous les ambitieux de droit puissent comprendre que quand même, il y a eu une œuvre juste rendue par la plus haute cour en RDC, surtout que nous allons aussi adhérer à une jurisprudence pour la première fois, comme vous venez de le dire. Voilà, une jurisprudence que vous avez qualifiée la dernière fois de dangereuse. Alors, maître, vous avez toujours dit, puisque Matata Ponyo est poursuivi en tant qu'ancien Premier ministre, mais vous avez toujours clamé, vous avez toujours dit que sa place, ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous vous basez sur quoi pour l'affirmer? Oui, c'est sur le plan constitutionnel, nous avons la loi des lois, c'est la Constitution. Cette loi est tellement claire parce que quand une loi veut une chose, elle le dit. Et n'ignorez pas que nous sommes devant une procédure purement pénale et l'interprétation en cette matière est stricte. C'est-à-dire on ne peut pas ajouter à ce que le législateur a dit, ni retrancher. Donc il faut se limiter dans les carrés de ce que le législateur a dit. Le législateur a dit quoi? Bon, le législateur a placé le président de la République et le Premier ministre comme justiciable en matière pénale devant la Cour constitutionnelle et non quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que quand le législateur aborde cette question, il l'aborde purement au singulier, ce qui est très important parce que quand on l'aborde au singulier, c'est supposer qu'on a un seul Premier ministre et un seul président, on ne fait pas allusion à quelqu'un d'autre. Et vous allez voir même au niveau des sanctions, parce que l'action pénale, c'est pour tendre à une sanction pénale. Et cette sanction pénale prévue est accompagnée d'une autre mesure. Laquelle? La déchéance, c'est-à-dire ce qui renseigne clairement que dans l'esprit du législateur, nous avons affaire à un Premier ministre qui est en fonction. Parce qu'une personne qui n'est pas en fonction ne peut pas subir une telle sanction. La déchéance, c'est-à-dire lorsque la sanction pénale atterrit, elle est automatiquement donc doublée de la déchéance. Donc, dans cette hypothèse, nous nous disons que c'est impossible de penser une seule fois à une personne qui n'est pas en fonction d'être poursuivie devant les juges constitutionnels en matière pénale. Voilà. Maître, parce que vous parlez, vous dites qu'il faut la forme, la procédure.
Il faut que ça soit beaucoup plus respecté. Mais il vous souviendra que dans ces dossiers, il y a plusieurs noms qui ont été cités. Il y a Ida, il y a des députés, il y a des sénateurs. Mais l'on se rend compte que le focus est sur les deux personnalités actuellement. C'est Augustin Matata Ponyo et aussi M. Kitebi. Et maintenant, que dire des autres pour le moment? Oui, vous savez, ce que moi je peux dire est que c'est un dossier qu'on a amené à la Cour constitutionnelle comme on amène un mort-né. C'est-à-dire, tout le monde sait que ça ne donnera pas vie. Et même les autres aussi seront aussi déférés devant la Cour constitutionnelle ou ça sera jugé séparément? Nous prenons deux hypothèses parce que nous essayons maintenant de forcer la compréhension des choses. C'est-à-dire, nous prenons la première hypothèse, si pour les procureurs, Matata Ponyo, en vertu du principe de la cristallisation de faits, le procureur s'est dit que réellement, il doit être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Mais il y a un grand blocage sur cette piste-là. Les plus gros des blocages sur cette piste-là, si on ose comprendre que c'est en vertu du principe de la cristallisation, la Constitution exige qu'avant les poursuites, il faut que les congrès siègent. Ok. Alors que... Ça, c'est la logique. C'est la logique. C'est-à-dire, si on veut se placer dans l'hypothèse où il est poursuivi en vertu du principe de la cristallisation des faits, parce que les faits auraient été commis pendant qu'il est Premier ministre, la Constitution exige que pour ces cas-là, les poursuites soient décidées par les congrès. Mais c'est pourquoi il y avait l'objet du réquisitoire où l'on a demandé l'organisation d'un congrès. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un rétropédalage. C'est pour vous dire que lorsqu'un juriste se rend compte qu'il y a une erreur, normalement, dans la formation des juristes, on demande toujours de reculer tellement. Si vous reculez d'un pas, vous voulez avancer, vous commettez encore une autre erreur. C'est ça même ce qui justifie plusieurs réquisitoires pour un même dossier. Donc, lorsque le procureur avait demandé le congrès, c'était une erreur de sa part, dans le réquisitoire. Non, c'est-à-dire il est parti de l'idée de la cristallisation, ce que j'ai dit. Oui. Mais quand il sollicite, il se rend compte qu'il y a encore une grosse erreur qui en découle. C'est quoi? Il se rend compte que la personne n'est plus Premier ministre. Alors, un congrès ne peut jamais être ouvert. Il ne le savait pas? Donc, au moment où il les fait, oui, il prend l'hypothèse de la cristallisation, mais il oublie le deuxième élément. C'est ce que nous appelons... Mais le réquisitoire, il était déjà écrit. Oui, c'est ce que nous appelons la précipitation dans les actions. C'est, on prend l'hypothèse de la cristallisation, on saisit le Parlement, mais on se rend compte après avoir déposé que non, dans ces cas ici, si le Congrès doit être convoqué, c'est-à-dire le monsieur est Premier ministre en fonction. Alors, dans sa tête, on s'est dit non, ça ce n'est pas l'esprit du législateur. Retirons d'abord ce que nous avons déposé. Donc c'est une grosse erreur de la part du procureur. Évidemment, c'est une grosse erreur. Parce que si ce n'était pas une erreur, ce réquisitoire serait resté l'unique. C'est-à-dire, ce n'est pas moi-même qui comprend. Tout le monde comprend que quand vous retirez ce que vous avez déposé, c'est supposé qu'il y a une erreur. Alors maître, là j'essaie de me poser la question de savoir, cette initiative du procureur général, est-ce qu'elle vient de lui-même ou peut-être qu'il est téléguidé quelque part? Parce que là je ne comprends pas. C'est un de nos magistrats. Oui. Si je veux réfléchir en tant que juriste, je me dis qu'un juriste ne peut pas le faire. Si je réfléchis dans la peau des juristes, parce que je suis un juriste, je me dis que en matière de procédure, c'est là où les juristes se retrouvent très calés. Mais si vous trouvez qu'un juriste a signé un document pareil, donc vous émettez on a poussé le procureur à commettre une faute. Nous émettons de doute que ce soit vraiment dans la peau des juristes que une telle procédure soit entamée. Parce que pour les juristes, c'est plus la procédure qui est de rigueur. Alors, pas seulement là, mais nous voyons encore qu'il y a d'autres réquisitoires. Il y en a eu encore deux autres. Oui. Mais les deux autres là sont également entachés de grosses erreurs. Parce que là maintenant, il y a des révélations, il y a une demande de lever des immunités devant le Sénat. Le Sénat, les bureaux, oui, le Sénat. Devant le Sénat. Alors que là, dans cette procédure, c'est lorsque le sénateur est poursuivi par le procureur près la Cour de cassation.
pour des faits qu'il commet pendant qu'il est sénateur ou des faits révélés pendant qu'il est sénateur et de la compétence de la Cour de cassation, là, nous comprenons qu'on sollicite. Alors, ce qui est encore plus grave, toujours dans les erreurs que nous avons, parce que nous avons analysé tout d'une manière systématique, lorsque l'on sollicite, le Sénat répond. On s'arrête par là. On ne peut plus. Une fois que vous faites un autre pas, ça devient un forcing. Parce que le Sénat a répondu. Vous venez me demander à moi. C'était quoi la réponse du Sénat? Avait rejeté la demande de lever des immunités. Dans l'affaire Bukangalozo. Évidemment. À la suite de la plénière? Évidemment. Oui. Le Sénat rejette. Une fois que le Sénat a rejeté, on ne revient plus parce que les décisions du Sénat sont sans appel. Et vous êtes sans ignorer que lorsqu'il faut introduire un recours contre une décision, il faut aller à l'instance supérieure, ce qui est connu, que nous devons maintenant aller devant une instance supérieure à celle qui a rendu la décision. Mais la plénière, c'est là. Oui, c'est ça, c'est l'instance supérieure. Supérieure. Maintenant, au-dessus, il n'y en a plus. C'est supposé qu'on devait s'arrêter par là, par rapport à la demande de la levée des immunités, parce que le Sénat avait déjà répondu. Mais j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui la Cour constitutionnelle n'a pas respecté la décision du Sénat. Parce que vous avez un principe qui dit non bis in idem. Évidemment, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée parce que nous attendons qu'elle se prononce jusque-là. La Cour constitutionnelle? Oui, elle ne s'est pas encore prononcée parce que nous sommes encore au niveau de la procédure qui a été entamée par le parquet. C'est le parquet qui est allé saisir la Cour constitutionnelle. Oui, c'est-à-dire que c'est le parquet qui est allé saisir la Cour constitutionnelle. Alors dans ce cas, je pose la question autrement, mais pourquoi le procureur a-t-il continué dans sa logique alors que le Sénat avait refusé d'élever les immunités? Oui, il a continué dans sa logique parce que c'est lui qui estime qu'il est sur le chemin. Mais nous disons que ce chemin-là n'est justifié par aucun texte légal. C'est ça. Parce que dans la guerre des idées, chacun cherche à se baser sur le texte, c'est-à-dire les procureurs, parce qu'on l'appelle organe de la loi, parce que c'est lui qui est le gardien du temple, c'est lui qui veille sur le respect de loi. Mais nous, notre rôle, c'est de voir est-ce que la loi est respectée ou non. Et nous disons que les actes posés jusqu'au jour où on saisit la Cour constitutionnelle, il n'y a rien qui a été sur le texte. Parce que je vous ai démontré que les immunités n'étant pas levées, on ne peut pas poursuivre une personne dépositaire de ses pouvoirs. Est-il que dans le même dossier, il y a une sénatrice, il y a une députée qui ont été entendues? Vous comprenez un peu la gravité même de choses. La gravité se situe où? Non, les deux parlementaires ont été entendus devant le parquet. Mais c'est logique? C'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi détentrices des immunités parlementaires. Et les immunités parlementaires, nous le disons, ne protègent pas les individus. Parce que si les immunités parlementaires protègent un individu, cet individu peut dire je m'en passe de mes immunités, je vais comparaître. Mais les immunités protègent la fonction. Et la fonction ne dépend pas de l'individu. Donc si je vous comprends bien, avant que les deux députés, la sénatrice Ida et Louise Munga, la députée, avant d'être attendus, il fallait préalablement lever leurs immunités. Évidemment. Ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est grave. Parce que vous avez lu ça dans le réquisitoire. C'était déjà dans les réquisitoires où il était dit clairement que la sénatrice Ida a comparu, regardez ce qu'elle a déclaré, la députée telle a comparu, regardez ce qu'elle a déclaré. C'était avant que leurs immunités ne soient levées. Là, il y a entorse. Il y a entorse. Maintenant, nous posons la question. Quelle est la nature ou la valeur de leur déposition devant les juges? Parce qu'il y a une barrière placée, imposée par la loi, c'est la levée des immunités. Alors, les immunités n'ayant pas été levées, mais les parlementaires ont quand même rencontré les procureurs pour déposer. On se pose la question, c'était dans un club d'amis ou c'était procédural? Mais ça cache quoi finalement? Vous comprenez? Il y a des grosses erreurs et notre souci, notre
souci est que ça se passe au plus haut sommet de notre appareil. C'est ça le problème. Vous pouvez comprendre. Donc ça sera une jurisprudence qui ne va pas certainement donner beaucoup plus de leçons aux étudiants en droit, non, par exemple. Le parquet ne peut pas créer une jurisprudence. Okay. C'est les juges, qui coiffent. Parce que le parquet peut, c'est comme moi, je peux me décider de vous poursuivre par voie de citation directe, comme le parquet peut décider de vous poursuivre. Mais c'est lui qui a le dernier mot en cette matière pour que l'on parle dans l'avenir d'une jurisprudence, c'est les juges. Parce que les juges vont entendre qui les saisit, c'est les procureurs. Et il y a les premières formalités, c'est de vérifier si la forme a été respectée. Et si la forme n'est pas respectée, les juges ont une position à prendre. Si la forme est respectée, les juges ont une position à prendre. Parce que c'est au niveau de la forme que tout va se jouer. Donc au niveau de la forme, il y a beaucoup d'irrégularités. Il n'y a rien qui est régulier. C'est-à-dire qu'il y a d'irrégularité en irrégularité. Nous sommes allés d'irrégularité. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'un juriste entame une procédure et qu'il se rend compte qu'il y a une erreur, normalement, il faut reculer sérieusement pour bien voir avant de continuer. Parce que si vous avez commis une erreur et que vous voulez persévérer dans cette erreur, c'est l'hécatombe. Alors, vous êtes de ceux qui estiment également que, avant qu'une affaire ne soit fixée en audience, avant qu'il y ait une fixation, il y a d'abord des préalables. Évidemment. Pour les prévenus, Matata, il n'y a pas eu audition. Il n'y a pas eu, pas seulement audition. Donc, ce qui est très lourd, oui, c'est la levée de ces immunités d'abord. Parce que pour qu'on parle de l'audition, il faut qu'on vide la question sur les immunités. Si nous voulons aller dans l'impossible, l'hypothèse impossible que les immunités ont été levées, elles l'ont été sur un autre dossier. Dans une autre affaire que celle-ci. Dans une autre affaire. Et là, cette affaire a été classée sans suite. Mais par rapport au dossier Bukanga Lonzo, le Sénat n'a jamais levé les immunités. Jusqu'à ce jour. Mais maître, il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Voulez-vous nous rendre les choses un peu plus faciles à comprendre? Lorsque les immunités d'un sénateur, ou, prenons le cas de Matata, n'ont pas été levées dans l'affaire Bukanga Lonzo, ou les immunités ont été levées, est-ce que ces immunités levées concernent tous les dossiers, ou ça met le prévenu ou disons la personne exposée à tout? Non, c'est impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord recourir au réquisitoire qui a occasionné la levée de ces immunités. Alors, allons-y, analysons maintenant le réquisitoire. Le réquisitoire sollicite la levée des immunités pour un dossier X. Un dossier précis. Et c'est écrit? Précis, c'est écrit. Vous pouvez relire le réquisitoire. Sollicite la levée des immunités pour un dossier X. Parce que pour que le Sénat ne lève les immunités, il faut que le Sénat comprenne pourquoi on poursuit un sénateur. Et vous êtes sans ignorer que le sénateur s'est même présenté devant les bureaux pour se défendre et pousser le bureau à ne pas lever ses immunités. Mais il était en manque de certaines pièces importantes. Et ces jours-là, il n'y avait pas de question Bukanga Lonzo, c'était question dossiers à réalisation. C'était cela? Oui, où il devait se prononcer devant le bureau du Sénat pour empêcher que ces immunités ne soient levées. C'est cela le départ. Et le Sénat a, pour le Sénat, le bureau, c'est des bons droits et c'est juste que le bureau du Sénat se dise que non, par rapport à ces dossiers, nous trouvons que vous devez répondre. Et le Sénat avait fini par lever les immunités. Pourquoi est-ce que Matata Ponyo, lorsque le Sénat a levé les immunités, n'a pas introduit de recours? Pour quelle raison? C'est parce qu'il maîtrise les lois. Il sait que les décisions du Sénat sont sans appel. Le Sénat a décidé et c'est fini. Il devait s'incliner. C'est là qu'on comprend où se trouve le citoyen qui est soumis aux lois du pays. C'est là que l'on comprend. Parce que lorsque le Sénat a pris la décision de lever les immunités, Matata Ponyo n'a pas introduit de recours, il n'a pas résisté. Il s'est présenté. Il s'est présenté. Et même la lettre du bureau qui lève les immunités est claire par rapport au dossier. La lettre dit quoi en substance? La lettre fait référence au réquisitoire et lève les immunités.
ne fait pas référence aux anciens réquisitoires. Non, au réquisitoire X élève les immunités. Et Matata, du fait qu'il est devant une décision inattaquable, il s'est incliné parce que... Une décision du Sénat. Il se présente. Mais pourquoi le procureur, lorsque le Sénat a pris une décision, il revient encore? C'est pour dire que, quelque part, il y a un conflit entre les deux pouvoirs. Parce que nous avons d'un côté le pouvoir législatif et de l'autre côté le pouvoir judiciaire. Qui vaut plus que l'autre? Il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus de l'autre. Parce qu'il y a un principe qui découle de l'esprit des lois de Montesquieu que nous appelons le principe de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, chaque pouvoir doit de l'égard envers un autre pouvoir parce que chaque pouvoir a un rôle spécifique. Alors, lorsque un pouvoir doit agir sur un autre pouvoir, il y a des passerelles prévues par la loi. C'est le cas du judiciaire qui veut aller affronter les législatifs, il sollicite la levée des immunités. C'est ça la passerelle. Et si les immunités sont levées, ça donne maintenant au judiciaire les pouvoirs d'agir. Mais si les immunités ne sont pas levées, on ne peut pas aller au-delà. Nous sommes au niveau de la séparation. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, le PGR était dans l'arbitraire. Il a agi en dehors des textes. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez attaquer cette décision-là? Évidemment, il n'y a aucune décision qui peut demeurer inattaquable lorsque elle découle d'une instance qui n'est pas la dernière. Vous comprenez? Oui. Mais lorsque c'est la dernière instance qui prend des décisions, on n'attaque plus. Mais les actes du procureur général sont attaquables. Mais est-ce que cela ne signifie pas aujourd'hui la position prise par le Conseil de sécurité, notamment le secrétaire général de l'ONU, dans cette affaire? Oui, moi je vous dis, vous savez, le but téléologique lui-même du droit, c'est la paix sociale. C'est ce que parfois nous ignorons. Tout ce qui se passe, le théâtre en justice, on va comparaître, nous allons plaider, nous allons attaquer, nous allons poursuivre. Le but lui-même, c'est la paix sociale. Et vous êtes sans ignorer que c'est au nom de la paix que les Nations Unies existent. C'est au nom de la paix que les institutions existent, c'est au nom de la paix. Et au nom de la paix, tout le monde peut observer. Je pense que lorsque vous voyez un individu plus fort en train de frapper le faible, vous ne devez pas réfléchir 10 fois pour comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Tout le monde aussi a le sens de la paix et de la justice dans la tête, ce qu'on appelle l'intime conviction. Chaque personne en a. Donc les Nations Unies, comme nous tous, comme tout citoyen congolais ou étranger qui peut comprendre ce dossier, le sens de la justice pousse tout le monde à comprendre que il y a un problème sérieux, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une procédure soit entamée dans le sens inverse de ce qui est prévu. Parce que Matata, quand il est à l'étranger, il dit clairement, je dois retourner au pays pour affronter la justice. Et quand il est arrivé, l'interprétation au niveau de l'opinion publique était que non, il commence à fuir. Non, il ne fuit pas. Vous savez, il ne fuit pas la justice. Il ne craint pas la justice. Et il l'a dit plusieurs fois que ce qu'il va éviter, c'est de laisser une mauvaise impression de s'incliner devant ce qui est illégal. Vous comprenez? Oui. Et la Constitution prévoit le principe de la baïonnette intelligente qui dit qu'un ordre mal donné, on ne l'exécute pas. C'est la Constitution elle-même. C'est-à-dire, si moi je vous demande de tuer, vous n'allez pas tuer, même si je suis votre chef. C'est parce que vous respectez la Constitution. Et aujourd'hui, si Matata s'inclinait devant une procédure biaisée, introuvable dans le texte, il aurait aussi cautionné pour que demain, après-demain, tout citoyen congolais soit soumis à la même procédure. Alors, maître, vous avez qualifié de scandale honteux le fait que le procureur général ait demandé la collaboration auprès du sénateur Matata Ponyo avant que ce dernier ne puisse l'autoriser à aller se faire soigner.
Vous avez qualifié ça de scandale honteux. Pourquoi? Pas seulement de scandale, mais je dis que c'était du machiavélisme. C'est vraiment le vrai terme. Parce que la santé, vous savez, la vie, elle est sacrée. Donc quand une personne est malade, on ne peut pas exiger, peser sur sa manière de réfléchir pour dire non, si toi tu veux te faire soigner, donne-moi d'abord ceci. Là, je t'autorise que tu te fasses soigner. Non, la santé, c'est une priorité. Même une personne condamnée à mort, c'est en dehors de l'éthique de votre travail. Oui, on ne les fait pas en dehors de ce qui est prévu. Ça, je ne peux pas, parce que vous êtes prisonnier, je vous prive le droit de manger, par exemple. Non, c'est-à-dire même une personne qui est poursuivie conserve ce droit. Il les conserve. Le droit à être soigné. D'ailleurs qu'il est parlementaire, la loi qui régit le Parlement est très claire, ou est très clair qu'ils ont le droit de se faire soigner au pays, comme à l'étranger, là où on juge que les soins pourront être bons pour eux. Donc ce sont des droits. Alors, en tant que organe de la loi, moi je pense que c'est la loi qui doit, donc tout doit se passer dans l'intérêt de la loi. Mais quand une personne te dit, même son médecin convainc qu'il est souffrant et qu'il doit se faire soigner, l'intérêt de la vie l'emporte sur chaque petit détail. Là, on aurait vu qu'on lui accorde d'abord la possibilité de se faire soigner, même s'il doit être jugé, qu'il soit soigné. Parce que la maladie peut pousser à quelqu'un de faire des déclarations qu'il n'aurait pas fait s'il était... Voilà, maître, en fait, je vous ai suivi, vous avez dit certains actes du procureur général peuvent être attaqués. Alors, j'aimerais un peu savoir comment vous comptez attaquer des actes du procureur général que vous trouvez certainement entachés de beaucoup d'irrégularités. Bon, vous savez, nous sommes à la télé et nous sommes comme dans quelqu'un qui travaille dans un laboratoire ne peut pas aujourd'hui dire que je ferai ceci contre moi. Je vous ai dit d'une manière très claire que tout acte posé par le procureur est attaquable. Est attaquable. Il n'y a pas un acte qui ne puisse être attaquable. Alors, en vous suivant, lorsque M. Matata Ponyo avait été placé en détention à la suite de cette affaire des biens aérianisés, je vous ai suivi dire que le procureur général n'a pas le droit de placer Matata Ponyo en détention. Est-ce que la loi le dit? Aucun droit. Il n'a aucun droit. Et la loi est claire. C'est le premier président de la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir d'ordonner l'arrestation, la détention ou l'assignation à résidence surveillée. Pas le procureur? Non. Parce que, dites-moi, ce procureur, c'est une personnalité à qui la loi donne certains pouvoirs. Il peut poursuivre un chef de l'État. Il peut poursuivre un premier ministre. Donc on ne peut pas lui donner tous les pouvoirs. Il peut se réveiller un matin et dire j'arrête le chef de l'État. Il peut se réveiller un matin et j'arrête le premier ministre. Mais comme ces personnalités sont dépositaires de certains pouvoirs, on ne lui laisse pas la possibilité de décider. On ne lui laisse pas cette possibilité. C'est ainsi que la loi a donné cette possibilité au premier président de la Cour constitutionnelle qui peut décider. Lui peut déclencher les poursuites. Mais pour décider d'immobiliser ces deux personnalités, c'est le premier président de la Cour constitutionnelle qui décide. Maître, mais en suivant l'histoire du procureur général Mokolo, il a 35 ans de carrière. Avec 35 ans de carrière, avec ce genre d'erreurs, mais c'est quand même assez grave pour ceux qui font le droit. Bon, moi je le connais personnellement. C'est pourquoi je vous ai dit, de bout en bout, je me suis dit que aucun acte n'a été posé par un juriste. Parce que vous parlez de 35 ans, mais moi je vous dis que même un juriste qui vient de quitter l'université aujourd'hui sait que la procédure doit être respectée. Si du moins le souci est d'amener quelqu'un devant son juge, la procédure doit être respectée à la lettre. Et je vous ai dit, surtout qu'en matière pénale, l'interprétation est stricte. On ne s'amuse pas en matière pénale dans l'interprétation. Ce que la loi veut, elle le dit. Ce que la loi ne veut pas, elle le dit. Mais là où la loi n'a rien dit, on ne fait rien. Parce que nous sommes en matière pénale.
Donc on ne légifère pas lorsqu'on déclenche les poursuites contre une personne X. On ne légifère plus. On se base sur ce qui a été avant qu'on ne déclenche les poursuites. Mais ici, nous avons constaté qu'il y a certaines procédures qui ont été entamées. Et quand nous vérifions dans les textes, nous trouvons qu'aucune disposition ne les justifie. Aucune disposition légale. Dernière question. Non, ça va. Oui, et vous pouvez poser la toute dernière question. Dernière question. Oui. Alors, vous avez suivi la première audience, le déroulement de la première audience dans cette affaire Boukan Alonso. Vous avez suivi le ministère public. Il y en a qui pensent que le ministère public avait divagué dans les faits. Ce n'est pas l'impression que vous avez? Vous savez, c'est l'impression que tout le monde a. Moi, vous aussi? en tant que juriste, parce que j'ai vu le contrat lui-même, les contrats judiciaires lui-même. Nous avons suivi que pour vraiment instruire cette cause, le progrès sera dans l'obligation de recourir à autre chose qui n'est pas dans ces contrats. Parce que tel que c'est présenté, c'est... je pense que nous devons nous réserver pour voir, parce que je pense que le lundi, les avocats qui sont alignés pour affronter cette affaire savent de quoi, ce qu'ils feront ces jours-là en rapport avec le réquisitoire. Le réquisitoire, pas le réquisitoire, la requête enfin, des fixations qui constitue le contrat même qui amène Matata Ponyo et consorts devant la haute cour. Voilà, donc, il y aura vraiment à boire et à manger. Merci beaucoup. Nous gardons notre souffle parce que nous savons déjà que c'est un morné qu'on a amené devant la cour. Voilà, merci beaucoup Maître Frédéric Tchingej, surtout de votre passage. Merci à vous Floride Zantoto. C'était avec plaisir. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.